Bonjour, bienvenue à tous dans ce cours numéro 4 sur l'UA assise, partie 1, chapitre 2, intitulé Les ondes sonores. Alors, dans un premier temps, nous allons parler de la production et de la propagation des ondes sonores, et j'ai fait appel à un ami à moi que vous connaissez bien. Un son, c'est de l'air. Qui vibre. Ouvrez grand vos yeux. Tu veux dire les oreilles, Jamy? Non, les. Quand ce haut-parleur. Vous avez vu, la membrane vibre. Eh bien, c'est le point de départ. Cette vibration fait vibrer l'air avoisinant. Concrètement, les molécules qui composent l'air subissent une surpression avant de se détendre. En fait, elles se poussent. Pour avoir un son, il y a deux conditions. La première condition est de réussir à faire vibrer un objet. Et la deuxième condition sera qu'il faudra placer la source émettrice du son dans ou contre un milieu qui permet la propagation du signal. Alors, je m'explique. La source dans un milieu, voilà, je suis en train de parler, le son se propage dans le milieu dans lequel je suis, dans l'air. Alors, contre un milieu, si je me place à l'extrémité d'une table et que je demande à un élève de mettre son oreille sur la table à l'autre extrémité et que je donne un coup très violent, il est très clair que le son va se propager non pas dans la table, mais le long de la table. Donc, en fait, j'ai émis le son contre le milieu de propagation et ça fonctionne. La personne à l'autre bout va enlever assez vite son oreille puisque le son se sera propagé assez vite dans le milieu solide. Alors, pour qu'un son se propage initialement, il faut donc une vibration d'une membrane, dans le cas de l'exemple proposé par Jamy, d'une corde, vibration des cordes vocales par exemple, quand on veut émettre un son, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est que les molécules d'air avoisinant la zone où la vibration initiale est émise vont commencer à osciller autour d'une position d'équilibre, les fameux oscillateurs excitateurs, qui vont communiquer leur énergie aux molécules voisines parce que tous ces oscillateurs sont tous couplés dans l'air, et l'énergie va donc être communiquée de proche en proche. Alors, toutes les molécules ne vibreront pas exactement en même temps. Certaines seront en oscillation de phase, d'autres seront en opposition de phase. Et l'onde va se propager en fonction de la distance, suivant un signal qu'on a déjà vu de type sinusoïdal. Nous avons également vu qu'une onde sonore se propage longitudinalement. Alors, voici un petit schéma qui illustre la partie liée aux zones de pression et de dépression de l'air. Effectivement, vibrent, des molécules d'air seront à un endroit où elles seront toutes rassemblées, elles seront toutes en concordance de phase et elles recevront un maximum d'énergie. Donc sur un graphique, ça se manifestera par un vent d'amplitude plus A. On va également retrouver des endroits où les molécules seront assez éloignées les unes des autres, c'est-à-dire elles n'auront pas encore reçu l'énergie des tranches d'air précédentes. Et donc, elles sont en position d'équilibre, etc., etc. Et tout ce signal va se déplacer dans le temps. Alors, il est possible de visualiser électriquement un signal électrique, parce que quand on parle, on ne voit pas cette fonction sinusoïdale. Alors, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un petit logiciel, comme par exemple celui-ci qui s'appelle Audacity, et ça permet, quand on parle, de retransformer le son en un signal électrique. Alors, ce signal s'appelle un oscillogramme. Ça ressemble beaucoup au mot électrocardiogramme, qui est aussi un graphique qui retransmet les impulsions électriques sanguines, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Des petites analyses, notamment faire une distinction entre ce qui est émission d'un bruit, d'un son musical, également appelé son complexe, d'un son sinusoïdal, qu'on appelle également un son simple. Alors, c'est assez facile à reconnaître, si vous avez bien écouté jusqu'à présent. Alors, le plus facile à reconnaître est peut-être celui-ci. On l'a déjà rencontré quand on a travaillé avec la castafiore, puisqu'il s'agit d'un son en forme de sinusoïde. C'est vraiment un signal parfait, émis par un ordinateur, bien sûr, pas par une personne.
Alors, celui du dessous est aussi très facilement reconnaissable. Il s'agit d'un bruit. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'on obtienne ce genre de schéma? Ben, si chaque personne émet une parole, un son, ben, tous les sons de la pièce vont s'additionner, chacun avec des intensités différentes. Il y a des élèves qui parlent plus fort, d'autres qui parlent moins fort. Certains diront le son A, d'autres le son I. Et donc, tout ça associé va créer cette espèce de bruit de fond. Donc, il ne nous reste plus qu'un seul exercice, c'est celui-ci. On n'a pas le choix. C'est un son musical. Son complexe néanmoins. Donc là, c'est émis par une personne. Alors, ça pourrait, et je ne vous donne pas la réponse, ça pourrait être un La, par exemple, qu'une personne arrive à tenir sans trop moduler sa voix. Alors, sur un son simple, on a déjà appris quelques petites choses. Il est possible, en fonction du nom des axes, de relever une perturbation. Et donc, nous avons appris qu'il est possible, effectivement, soit de repérer la période si c'est un axe de temps, ou de repérer la longueur d'onde si l'axe X est un axe de distance. Donc ça, on a déjà vu. Alors, qu'est-ce que ça peut donner avec des sons musicaux? La même chose, il faut repérer la perturbation initiale. Donc, il suffit de suivre le trajet. Et on arrive jusqu'ici. Donc, il est très clair que si on prend cette première perturbation, on peut la répéter un certain nombre de fois et effectivement, le signal se déplace dans le temps et la distance. Alors ici, si on fait attention, on voit que c'est un axe de temps et donc, si on prend la mesure de ce qui va de là à là, nous ne sommes pas capables de relever la longueur d'onde, mais nous pouvons relever la période. Voilà. Alors, comme mentionné par mon collègue Jamy dans sa vidéo, il est possible également de donner une dernière caractéristique, en tout cas vue cette année en sciences de base, qu'on appelle la hauteur d'un son. C'est lié à la sensation de aigu ou de grave. Et donc, cette sensation d'aigu et de grave est associée à la fréquence de la source sonore. Donc, il a dit un son grave correspond à une fréquence basse, c'est-à-dire pas beaucoup de motifs répétés par unité de temps. Un son aigu, là, va correspondre à une fréquence élevée, c'est-à-dire beaucoup de perturbations répétées par unité de temps. Donc, si on prend les deux oscillogrammes suivants, si on les compare, on a une unité de temps. On voit très bien que si on cherche une oscillation complète sur chacun des graphiques, alors une oscillation complète pourrait tout à fait démarrer ici. Ensuite, donc voilà. Donc de là à là, on aurait notre période. Sur l'autre graphique, si on fait la même chose, on peut partir d'ici et faire ceci. Donc de ce point-là à celui-là, nous aurions également la période. Si on compare les deux T, T1, T2, on se rend bien compte que la période 1 est plus grande que la période 2. Sachant le lien qui existe entre période et fréquence, la fréquence 1, puisqu'il varie à l'inverse de l'un de l'autre, est donc plus petite que la fréquence 2. Très mal écrit. Et donc, et on le constate aussi sur le schéma, il y a beaucoup plus de perturbations par unité de temps sur ce schéma-ci que celui-là. Donc, récapitulons. Ici, c'est un schéma avec une onde de basse fréquence. Ici, par comparaison, la fréquence est beaucoup plus haute. Et donc, si c'est basse fréquence, d'après la définition, nous allons percevoir un son plus grave. Et ici, nous allons percevoir un son plus aigu. Donc, l'exercice fonctionne par comparaison de deux oscillogrammes. Voilà. Alors, ceci, nous ne verrons pas l'intensité d'un son. Ça a été retiré du programme à l'heure actuelle. L'échelle de décibels, les décibels, idem. Le timbre d'un son, idem, supprimé du programme. On arrive juste ici, ça a été signalé également dans le reportage.
par Jamie. Donc, l'humain possède un champ auditif qui va de 20 Hz à 20 000 Hz. Alors, effectivement, on peut encore aller vers des plus hautes fréquences, on peut même aller vers des plus basses. Alors, si on va vers des plus hautes fréquences, donc on est toujours dans le domaine du son. Si on est dans le domaine du son, on a vu ensemble que la vitesse du son dans l'air vaut 340 mètres secondes, et ça s'applique donc pour tout type de son. Okay, donc, il est possible, donc, dans les catégories de sons, de retrouver des ultrasons. Ce sont des sons émis avec des très très grandes fréquences, donc il faudrait des motifs extrêmement rapprochés. Okay. Et donc, qui est capable de capter des ultrasons avec son système auditif? Les chats, les chiens, et encore plus élevés en fréquence, les dauphins et les chauves-souris. C'est leur mode de communication, nous ne sommes pas capables de le percevoir. Alors, à contrario, on peut aussi aller dans le sens où les fréquences sont beaucoup plus grandes. Donc là, il faut vraiment des ondes bien espacées. On est dans le domaine des infrasons. Alors, qui est capable aussi d'émettre des infrasons? On est sur les éléphants, par exemple, et les taupes. Encore une fois, nous n'entendons rien, mais eux communiquent entre eux. Alors, 20 Hz à 20 000 Hz pour un humain, c'est tout à fait hypothétique, puisque en fonction de l'âge, en fonction de la personne qui peut baigner dans un milieu où il entend beaucoup de sons aigus, graves, les concerts qu'on a été écoutés, etc., etc., la protection qu'on met en place face à du son, le champ auditif peut être plus grand chez certains ou beaucoup plus petit. Donc, il existe des petits programmes qu'on peut télécharger sur son smartphone permettant effectivement de tester son champ auditif. Voilà, ceci clôture le cours numéro 4 sur l'UA6 partie 1.